Bonjour à tous et bienvenue sur Veto Inside. Aujourd'hui, on va parler des étapes, des grandes étapes quand on a un animal qui arrive en urgence ou soins intensifs. Et on va en parler avec notre confrère diplômé en urgence soins intensifs, donc spécialiste. C'est un honneur, Yann Moumada. Bonjour Yann. Bonjour Valérie. Bon alors Yann, sur Veto Inside, aujourd'hui, on va parler des grandes étapes. Quand tu as un animal qui arrive en urgence, dans le service d'urgence soins intensifs, alors ici à Frégis, Tout à fait. Mais l'idée c'est de le faire de façon à pouvoir appliquer ça aussi dans une clinique d'un de nos confrères ou d'une consoeur. Quels sont les points que tu regardes en premier? Alors d'abord, il faut savoir si l'animal est assez stable. Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre un petit peu? Est-ce qu'on peut se permettre de le stabiliser et d'aller voir les gens ensuite? Ou est-ce que vraiment il est critique, gravissime et qu'il faut s'en occuper dès lors? Donc ce qu'on regarde, c'est vraiment les organes principaux, donc l'appareil cardiovasculaire en priorité. La couleur des muqueuses, est-ce que l'animal est cyanosé? Est-ce que ces muqueuses sont pâles? La qualité de son pouls et de sa fréquence cardiaque, pour savoir si l'animal est en état de choc, c'est-à-dire est-ce qu'il compense avec une tachycardie ou non. Chez le chat, à faire attention à la bradycardie, puisqu'un chat en état de choc peut être bradycarde. Ça c'est la première chose, vraiment pour moi c'est l'appareil cardiovasculaire en priorité. Et ensuite, le statut respiratoire, est-ce que l'animal est en tachypnée, en polypnée, est-ce qu'il cyanose, est-ce qu'il respire correctement? Ça c'est vraiment les deux piliers pour moi fondamentaux. Et ensuite, on s'astreint à regarder l'appareil urinaire. Est-ce que l'animal a une vessie? Est-ce qu'elle est palpable? Est-ce que les urines sont émises ou non? Et après, le statut neurologique assez rapidement pour pouvoir prendre une décision. L'idée est de savoir si l'animal est stable, comme je vous le disais, et de savoir si on peut s'en occuper tout de suite ou si on doit temporiser. Alors, si tu dois, on va prendre les deux cas de figure. Oui. D'abord, si tu dois temporiser, qu'est-ce que tu es amené le plus souvent à faire en urgence? Alors si je dois temporiser, je peux me permettre de faire un bilan sanguin pour voir un petit peu le statut de l'animal, de voir ses paramètres rénaux. Donc nous on a un bilan d'urgence qu'on appelle le bilan d'urgence classiquement, où il y a les paramètres des reins, le taux d'hématocrite, un ionogramme de base, sodium, chlore, potassium, et un gaz du sang. Donc avec ça on dégrossit déjà pas mal les choses, on regarde le statut acido-basique, ça permet de voir si l'animal est biologiquement stable ou instable. Et ensuite, si l'animal, on pense qu'il est assez stable pour pouvoir rester en haut tranquillement sans qu'on s'en occupe forcément, on peut descendre voir les gens, prendre les commémoratifs et ensuite faire un examen beaucoup plus exhaustif, un examen clinique complet du museau jusqu'au bout de la queue. Voilà, et par contre, si tu es dans une situation où il y a vraiment des paramètres qui sont vraiment très mauvais, qu'est-ce que bien souvent tu es amené à réaliser? Ce que je préconise, c'est d'abord de poser une voie veineuse le plus rapidement possible, parce qu'un animal en état de choc, on ne peut pas attendre, on ne peut pas se permettre d'attendre de faire un examen plus complet. Donc une voie veineuse pour pouvoir administrer des fluides s'il le faut. Un animal en état de choc doit nécessairement souvent avoir des fluides. Ensuite, voir si l'animal a besoin d'une oxygénation. En flow-by tout simplement, si on est dans une clinique généraliste, on peut se permettre de mettre un tuyau d'oxygène devant le nez pour augmenter la fraction d'oxygène inspirée par le patient. Ça c'est vraiment le B.A. Parce qu'on n'a pas tous des cages sous oxygène. Tout à fait. Ensuite, on est sur un animal qui est plutôt stabilisé. Donc dans ces cas-là, toi, tu peux être amené aussi en interne parfois à le référer dans d'autres services. Tout à fait. Mais il y a quand même des paramètres que tu peux pousser plus loin, des examens complémentaires que tu es amené à réaliser dans certains cas. Tout à fait. Alors souvent, en fait, on fait un panel d'hématologie complète et de biochimie complète pour pouvoir dégrossir un petit peu le cas et avancer sur les hypothèses diagnostiques. Très souvent, quand les animaux arrivent en urgence, on va d'abord voir les gens, prendre toutes les informations, comme une consultation classique, et c'est après qu'on est amené à les référer dans d'autres services s'ils sont stables. Donc s'ils sont stables, on va solliciter le neurologue, solliciter le médecin interne, solliciter les ophtalmologues au besoin. Mais effectivement, on fait d'abord un bilan complet, on réévalue complètement l'animal. Une fois qu'on est sûr qu'il est stabilisé ou qu'il n'est pas en péril, on peut se permettre de faire un examen très exhaustif, très complet de chaque organe. Alors, il y a une erreur, tu me disais, qui est souvent réalisée en clinique généraliste et classiquement, que tu vois arriver parfois toi en référé. Oui. Je voulais bien que tu nous en parles un petit peu parce que avant, on considérait que ce n'était pas une erreur, que ça rentrait dans notre protocole normal. Oui, tout à fait. Donc c'est effectivement les animaux qui ont un épanchement péricardique et qui ont une tamponade cardiaque, c'est-à-dire qui ont un épanchement suffisamment important en termes de pression pour écraser le ventricule droit et amener un état de choc. Et bien ces patients-là, il ne faut absolument pas leur faire des diurétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pression dans le péricarde écrase le ventricule droit. Or, si on donne des diurétiques, on force l'animal à uriner, on effondre donc la pression artérielle, et donc on est vraiment à risque que l'animal collabe et que l'épanchement péricardique prenne le dessus sur le remplissage ventriculaire. D'accord. Là, il y a des études qui ont été publiées il n'y a pas longtemps sur ce cas-là, ou c'est par expérience? Par expérience, on en parle. Maintenant, dans les cours, on admet vraiment bien que c'est vraiment une contre-indication stricte à l'épanchement péricardique, les diurétiques. Effectivement, il y a plein d'études qui montrent que si on donne des diurétiques, ça abaisse la pression artérielle sanguine. Et donc, vu que c'est la pression artérielle qui permet au cœur de se remplir et de se maintenir déployé entre guillemets face à l'épanchement péricardique, si on effondre la pression, typiquement, on va vraiment faire collaber l'animal.
Alors après, il y a différentes cas de figure, on ne va pas tous pouvoir les aborder, Ouais. mais imaginons, on parle d'un animal qui est en pleine crise épileptique, Tout à fait. prenons un exemple au hasard, Ouais. qui arrive en urgence. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, dans les grandes étapes Alors pareil, de faire. dans les grandes étapes, tout de suite, on le monte, on l'évalue très rapidement, mais s'il est en crise, d'emblée, on va essayer de lui faire un anticonvulsivant, donc typiquement des benzodiazépines, soit du Valium en intrarectal, si on dispose de Valium, ça diffuse très bien dans le côlon et ça permet de calmer la crise assez rapidement. Si on peut, on pose une voie veineuse, mais souvent quand l'animal est tétanique et en convulsion, c'est très difficile. Et maintenant, c'est bien acté, il y a des études qui le montrent que chez le chien, la voie intranasale pour le midazolam est quasiment aussi efficace que l'intraveineuse. Donc si on n'a pas de voie veineuse, pas hésiter à faire un bolus de 0,2 à 0,3 mg par kilo de midazolam dans la narine et ça calme vraiment rapidement la crise pour pouvoir secondairement poser un cathéter, prendre au moins une glycémie à la goutte de sang qu'on récupère au cathéter, mettre le chien sous oxygène et le stabiliser comme ça en première intention. D'accord. Et quels sont les cas que tu vois le plus souvent en urgence, si on parle aussi d'animaux d'un certain âge, donc seniors? On peut penser à l'animal qui a des problèmes cardiaques, par exemple, Ouais. mais j'imagine qu'il y a quand même des cas que tu vois plus fréquemment que Le d'autres. plus fréquemment, c'est vrai qu'on voit beaucoup de détresse respiratoire chez les chats, je pense, d'origine cardiaque ou non cardiaque, avec des processus tumoraux par exemple, des animaux avec des ébranchements pleuraux, sur des carcinomatoses, des lymphomatoses, des choses comme ça. C'est assez fréquent qu'on les renvoie référés à l'hôpital pour une prise en charge globale. On voit aussi beaucoup d'animaux avec des maladies rénales, donc des vieux chats, soit avec des maladies rénales chroniques qui décompensent, soit des chats avec des calculs urétraux ou irrétéraux. Ça, c'est pour moi les principaux motifs de consultation. Ouais. D'accord. Et chez des animaux qui ont du diabète, Ouais. par exemple, donc j'imagine que toi, dans ton cas, ils arrivent d'abord aux urgences quand à il fait. y a une crise importante. Enfin, Exactement. alors, est-ce qu'ils arrivent même au niveau d'un coma acidocétosique? J'en ne sais pas. Alors ça, effectivement, on en voit assez souvent. Je pense que quand les diabétiques sont stables ou diagnostiqués par le vétérinaire traitant, s'il veut un avis, il va plutôt l'envoyer en médecine interne si l'animal est stable. Mais nous, ce qu'on voit, c'est effectivement des animaux décompensés, donc avec des complications de type acidocétosique. Donc eux, on les voit dans des états vraiment très critiques, très souvent en hypovolémie, complètement stuporeux, déshydratés, avec des glycémies qui peuvent dépasser 7, 8, 9 grammes par décilitre. Donc vraiment très instables. Et nous, notre but, c'est vraiment de les garder en soins intensifs, le temps de traiter le diabète acidocétosique. Avec beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, c'est vrai que on peut les sauver dans l'ordre de 70 à 80% des cas. Mais voilà, il faut être patient, il faut beaucoup de soins parce que c'est des cas extrêmement critiques et il faut beaucoup de surveillance. D'accord. Et il y a des tips que tu aimerais donner aux vétérinaires qui nous écoutent sur des erreurs qui peuvent être couramment pratiquées, Ouais. et sur lesquelles il faudrait peut-être revoir un petit peu sa Ouais. façon de procéder. Alors déjà les diurétiques sur les tamponades, vraiment ça c'est bien à noter. Alors Sur ça, on les l'a traitements noté, péricardiques. on le retient. Et après, je dirais que sur les animaux cardiopathes, c'est vrai qu'on a tendance, quand ils vont pas bien ou quand on a un petit doute sur leur pathologie, à faire de la cortisone. Or, il est bien prouvé aussi que la cortisone, elle augmente le volume sanguin. Et un animal qui est tout juste décompensé ou qui commence à décompenser, si on lui met de la cortisone en voie systémique, ça peut vraiment les faire décompenser. Donc j'aurais tendance à se méfier vraiment de la cortisone sur les animaux cardiopathes. Et après, je pense que c'est la principale chose à noter. Ouais. Et chez les jeunes animaux, chez les très jeunes, parce que Ouais. tu en reçois aussi, Oui, tout à fait. on en voit. Toi, les cas que tu vois le plus souvent et les erreurs surtout à pas commettre. Moi, les cas que je vois souvent, je dirais que c'est des polytraumatisés, donc accidents de la voie publique, défenestration sur les jeunes chats. Pareil, là, les vétérinaires, peut-être avant de nous les référer, ont tendance à vouloir prodiguer des analgésies ou des anti-inflammatoires. Alors sur un animal instable, je le déconseillerais. De la même manière, si la fonction rénale est altérée, si l'animal est en état de choc, donner des AINS ou de la cortisone peut ne pas être la meilleure idée, en tout cas en première intention. On préfère les stabiliser 24-48 heures avant de donner ces médicaments-là. Et après, niveau analgésique, c'est vrai que des fois on reçoit des patients qui ont reçu des opioïdes de type butorphanol. Pareil, c'est un opioïde certes, mais qui n'a pas une très forte valence analgésique. Donc j'aurais tendance à essayer de bien prioriser quels analgésiques on donne, Alors oui, pour pas qu'on soit justement, bloqué nous ensuite. c'est ce que j'allais te poser comme question. Quels analgésiques chez un animal très jeune? Alors chez un très jeune, je pense qu'un médicament qui marche très bien avec peu d'effets secondaires, c'est de la méthadone. C'est un très fort pouvoir analgésique, peu de nausées associées, contrairement à la morphine, qui a aussi un fort pouvoir analgésique, mais qui rend très nauséeux. Je pense que la méthadone est un bon choix. Le fentanyl en est un aussi qui marche très bien, très puissant, mais malheureusement sa durée de vie étant très courte, on préfère l'administrer en hospitalier en perfusion continue. Je pense que méthadone, morphine sont des très bons choix. Merci beaucoup Yann. En tout cas, c'était Merci un à toi. petit aperçu rapide, mais on aura retenu
quelques erreurs à ne pas faire, quelques petits tips, et c'était Exactement. l'objectif. Donc un grand merci à toi. Et Merci puis à toi, bravo Valérie. pour ton examen, en tout Merci. cas de spécialiste. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, donc avec Yann Moumada. Donc un nom à retenir, un nouveau spécialiste en urgence soins intensifs vétérinaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur Veto Inside, la chaîne d'actu donc vétérinaire gratuite à destination des étudiants, des jeunes vétérinaires et des vétérinaires plus installés en clinique, généralistes comme spécialistes. La chaîne est gratuite, des vidéos toutes les semaines. Alors suivez-nous, cette chaîne, elle est faite pour vous. À bientôt.